Quenard. L'air du temps ce matin, on en parle, c'est vrai, de plus en plus de violence. Violence d'abord au sein de la société, une violence générale, mais peut-être cette violence générale influence-t-elle également la violence au sein du couple. Ce sera notre sujet ce matin, sujet très sérieux, en compagnie de la coach de couple que nous connaissons bien, Ilanit Aouizerat. Bonjour Ilanit. Bonjour Léa. Ilanit, on peut vous contacter sur quisseressemble.fr, me semble-t-il, de mémoire. Je dis ça? C'est bien ça. Le site, effectivement, mon site internet, c'est qui se ressemble, K-I-2-S comme le bisou. Comme le bisou. Qui se ressemble.fr. Et vous pouvez me joindre sinon sur mon téléphone 06 99 63 33 88. Eh bien, Ilanit, vous allez ce matin parler avec nous de ce sujet de la violence. C'est vrai qu'ensemble, on s'est souvent retrouvés au micro de Radio J pour parler de l'harmonie au sein du couple et comment créer, développer, retrouver une harmonie, mais il existe des cas extrêmes de violence conjugale. Alors peut-être avant d'entrer dans les détails du pourquoi et du comment, la définition de cette violence. Alors la violence conjugale, il y a plusieurs types de violences déjà, différents types de violences, il y a plusieurs niveaux aussi. Et ce qui est important, c'est justement de comprendre dès les premières violences, de reconnaître qu'on figure dans un de ces cas-là, même si on est au plus bas niveau, parce que c'est plus on va s'y prendre tôt, et plus on va accepter de reconnaître qu'on est dans un cas de figure de violence conjugale, plus on a de chances de s'en sortir. Malheureusement, une fois que c'est ancré, que c'est une période qui dure, c'est très compliqué d'en sortir parce que le schéma est installé. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'aussi l'agresseur n'étant pas conscient, la victime n'étant pas consciente qu'elle est victime et l'agresseur n'étant pas conscient qu'il est en train d'agresser. On va parler de cette conscience, mais revenons sur la définition. La violence, elle est comment est-ce qu'on la définit? Elle n'est que physique. Alors, il y a 5 expressions de la violence conjugale. Donc, la première, c'est la verbale. Donc, ça va être les injures, chantage, menaces dans tout genre. Pas forcément de mort, mais ça peut aller jusqu'aux menaces de mort. Donc, ça, c'est déjà une violence. Hein, c'est considéré voilà, le comme fait une violence. d'intimider l'autre, de lui interdire beaucoup de choses, de lui donner des ordres. Tout ça, je parle de façon effectivement assez répétée, d'accord, parce que ça peut arriver occasionnellement. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de violent si c'est occasionnel, mais de façon répétée, là, ça veut dire on peut se définir comme étant violent. Donc, il y a de la violence verbale, il y a aussi de la violence physique, il y a de la violence psychologique, qui est à distinguer de la violence physique, il y a de la violence économique et sexuelle. Donc, il y a 5 expressions de la violence conjugale. La violence psychologique, à la différence, c'est qu'elle va être plus silencieuse, plus insigneuse, beaucoup plus tortueuse aussi. C'est des inventions sur la personne. Ça peut aller très loin, jusqu'à ce que la personne elle-même ne puisse plus vraiment expliquer à son entourage, parce que l'entourage ne va pas vraiment comprendre pourquoi autant d'inventions. C'est ce qui va rendre difficile la prise de conscience aussi dans la violence psychologique. Exactement, c'est le type de violence qui est le plus difficile à prendre en considération, même pour la victime, pour poser des mots dessus. Donc ça va être beaucoup plus aussi avec des techniques de manipulation beaucoup plus profondes et perverses. Donc on va associer la manipulation à la perversion, où les inversions de rôle vont être très fréquentes. La projection ne va plus être au niveau 1 comme on le connaît assez fréquemment dans n'importe quel type de relation conjugale qui ne va plus très bien, mais ça va augmenter de façon assez rapide. Et c'est important que vous le disiez, Ilanit, parce que ça fait partie de la violence. Alors, une fois défini, peut-être parlons des profils. Dites-nous. Oui, il y a aussi la violence physique. Hein. Il y a la violence physique. La violence physique, effectivement, c'est quand en général, l'agresseur ne se suffit plus parce qu'il voit que les 2 autres types de violences qu'on vient de citer ne suffisent plus. Il va passer à l'acte supérieur. Quand on n'a plus les mots, voilà, on passe à la vitesse supérieure et donc à l'acte. Exactement. Voilà. Alors, cette violence bien définie, voilà, parlons des profils. Est-ce que on sait définir les profils à la fois de la victime et de l'agresseur? Oui. Alors déjà, il faut savoir que la violence en elle-même, le plus bas niveau, c'est déjà de nier quelque part l'existence de l'autre, en niant ses besoins, en niant tout simplement tout ce qu'il nous renvoie comme volonté d'expression de son existence.
Voilà. Donc, s'il se sent pas bien, on va nier le fait qu'il se sente pas bien. Ce qu'il va demander comme étant un besoin réel, que ce soit d'affection ou d'attention ou autre, hein, peu importe le type de besoin, et il va être sans cesse soit dénigré, soit ignoré. Donc, la personne va finir par réprimer son besoin. Et finalement, son seuil de tolérance va augmenter. C'est-à-dire que du coup, elle va se dire, bon, c'est peut-être moi qui exagère, parce que finalement, comme mes besoins sont niés, c'est peut-être que j'en ai trop. Et donc, elle va sans cesse se remettre en question. Donc, la victime va souvent se remettre en question de façon injuste et injustifiée, puisque c'est ce qu'on lui renvoie en face, c'est ce que l'agresseur va lui renvoyer. Donc, elle va tomber dans des, justement, justificatifs incessants aussi, puisqu'on va lui remettre en doute sans cesse sa façon de voir les choses. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que la victime, c'est quelqu'un qui se culpabilise facilement? Voilà, exactement. Le problème de la victime, c'est justement qu'elle a une faculté de doute, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas accuser à tort l'autre. Donc à la base, c'est important justement de ne pas accuser à tort l'autre. Le problème, c'est que là, c'est dans l'excès. C'est-à-dire qu'elle a tellement peur de juger à mal l'autre et de condamner la personne pour un fait de violence, par exemple. Donc si son mari, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que c'est souvent le mari, ça peut être l'inverse. Mais le mari, par exemple, a fait acte de violence verbale, psychique ou physique envers la femme. Puis elle va se dire, bon, c'est un cas isolé. Ça veut dire que je vais pas dire que je suis violentée parce que pour si peu, ça n'est que verbal, etc., etc. Donc elle va à chaque fois amoindrir pour essayer de trouver des excuses à son mari parce qu'elle a peur de le condamner en lui collant l'étiquette de quelqu'un de violent. Et ça, je dirais, c'est presque un jeu entre les deux parce que l'agresseur, entre guillemets, sent chez la victime, alors le conjoint, que ce soit la femme ou l'homme, on ne va pas tout de suite déterminer les sexes, ça peut être l'un ou l'autre, mais il doit sentir chez l'autre cette grande capacité, cette grande compréhension. Exactement. Donc c'est ce bénéfice du doute d'ailleurs, alors c'est un jeu inconscient et qu'on appelle le jeu dramatique inconscient de Karpman d'ailleurs, mais c'est ce bénéfice du doute qui est à la base une grande faculté de l'être humain s'il est utilisé de l'autre côté à bien, mais qui a peur de condamner l'autre, ce bénéfice du doute est utilisé à mal par la personne en face parce que elle va justement profiter de ce côté-là pour pouvoir, elle, retrouver son estime d'elle, qu'elle n'a pas eu dans l'enfance. Quelque part, l'agresseur est aussi une victime, mais une victime dans l'enfance. Et donc là, tout le bénéfice du travail que vous prenez. Victime, c'est-à-dire qu'on est victime que quand on est enfant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le fait d'être enfant et de ne pas avoir recours à d'autres moyens que ses parents... là, oui, on considère qu'on est victime. L'agresseur va se positionner comme une victime quand il va se présenter. C'est-à-dire que nous, en face de nous, on va avoir une femme, un mari. Il est impossible de savoir qui est la vraie victime puisque les deux vont se présenter en tant que victime. Le terreau, c'est dans après l'enfance. Par rapport, voilà. Non, alors voilà, c'est après par rapport à justement plusieurs détails qu'on va comprendre qui est la victime, qui est l'agresseur pour aider. Le but, c'est pas de juger. Le but, c'est d'aider la personne à sortir de là où elle en est. Et justement, on en parle juste après la pause. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous. À tout à l'heure. Radio J. À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du dimanche 5 mai à 18h au lundi 6 mai à 18h. Pendant cette lecture publique ininterrompue seront lus, un à un, les noms des personnes déportées par les convois numéros 22 à 57. La lecture des noms se déroulera au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-Lagny à Paris dans le 4e arrondissement. Une manifestation organisée par le Mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le consistoire sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Radio J. Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Toujours dans l'air du temps, on parle de violence conjugale avec Ilanit Aouizerat qui est coach de couple. Ilanit, vous disiez justement que ces racines, que l'on soit agresseur ou victime, il y a souvent des racines, même peut-être toujours, ces racines que l'on a depuis l'enfance et qui nous ont marqués. Comment est-ce qu'on fait pour réagir? Le coaching, c'est la solution? Oui, le coaching, c'est la solution. Les gens aussi, l'entourage,
peuvent aider. Mais le coaching, c'est une des grandes solutions même. C'est-à-dire que si elles se sentent en danger, elles doivent appeler la police. Il n'y a rien de mieux. Mais dès qu'on entre dans une quelconque configuration de violence conjugale, dès qu'on entend quelqu'un parce que ça peut aller jusqu'à la punition, donc quelqu'un qui va nous dire j'ai été enfermé, on m'a retiré la possibilité d'aller chercher mes enfants, des choses comme ça, il faut aider la personne à se rendre compte que elle est en train de vivre, ou il est en train de vivre de la violence. Et souvent, elle ne réagit pas. Voilà. Donc, ne pas leur reprocher de ne pas agir, justement, de ne pas réagir, parce que si elles ne réagissent pas, les victimes, c'est aussi parce qu'il y a une stigmatisation qui est la cause de ce silence, d'accord, avant qu'elles parlent déjà, il se passe un sacré temps parce qu'elles ont peur de la stigmatisation. Elles ont peur aussi des représailles, hein, et elles sont surtout en état de sidération. L'état de sidération, c'est d'être figé par la peur. Et donc, le fait d'être dans cette incapacité de réaction physique aussi, parce que c'est l'amygdale quand même cérébrale qui nous empêche cette réaction, qui nous empêche d'avoir enfin quelque chose qui va nous permettre de se dire aujourd'hui, il faut que je change, il faut que je change d'attitude. Donc, on a l'impression que ces femmes-là veulent rester quelque part. Donc, on va leur reprocher. C'est quand on va leur reprocher qu'elles vont parler encore moins alors qu'elles s'étaient ouvertes pour la première fois. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle à des personnes qui vivent de la violence conjugale et ne pas les juger à mal, ni l'agresseur, ni la victime, de plutôt être à l'écoute, une vraie écoute, et d'essayer de les comprendre et de leur proposer des solutions. D'où l'intervention d'une tierce personne, mais professionnelle, comme un coach, comme un psychologue, voilà, parce peut-être. Que sinon, ils vont très vite se sentir jugés et se renfermer. Parce qu'on ne sait pas, en tout cas, la personne lambda ne sait pas toujours comment s'adresser à une personne qui a été agressée. Et ce que vous disiez très juste, il y a des mots qui blessent encore plus. Exactement. Hein. Donc, alors, on va les aider à lever leurs craintes en coaching. On va les aider à lever leurs craintes, à apprendre la communication verbale non violente, à aussi comprendre que finalement, comment ils en sont arrivés là, parce qu'il y a différents types de violences. Ça vient de toutes les manières, quoi qu'il arrive, effectivement, comme vous l'avez dit, vous m'avez posé la question tout à l'heure, je dis effectivement que ça venait de l'enfance. Maintenant, il y a des violences impromptues. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver aussi de façon occasionnelle, ponctuelle, comme par exemple une tromperie. Oui. Il y a une tromperie, il y a une réaction violente face à cet événement ponctuel. Bon, donc encore une fois, on ne va pas stigmatiser. Il y a plusieurs cas différents, ce qui fait qu'on est dans un cas de violence aiguë ou d'un cas de victime aiguë, d'accord, ou victime ou agresseur dans un cas de violence aiguë, c'est-à-dire que ça remonte à l'enfance en général, parce que souvent on a eu le schéma familial de parents qui soit étaient violents l'un envers l'autre, soit l'un des deux envers l'autre, soit carrément l'enfant a lui-même subi des violences. Et à ce moment-là, l'enfant va soit replier sur lui-même, soit lui-même avoir des comportements agressifs à l'école, soit développer des maladies. Donc, on reproduit, hein, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Et alors, on reproduit jusqu'à prise de conscience, et c'est à ça que sert le coaching. C'est justement que parce qu'on va prendre conscience, qu'on va réussir à poser des mots sur nos émotions, à comprendre ce qu'on vit à l'intérieur de nous, que justement on devient de moins en moins violent et qu'on arrive à se connaître vraiment. Donc c'est par le travail de connaissance de soi qu'on développe notre estime de soi, notre confiance en nous, qui va nous permettre enfin d'avoir un vrai rapport sain à l'autre et à nous. Vous qui êtes coach de couple depuis plusieurs années, est-ce qu'on peut s'en sortir de ce cycle infernal de relations violentes dans un couple ? Est-ce que le couple peut s'en sortir sain, de manière saine ? On peut sauver le couple. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça dépend vraiment du cas de figure, du type de violence. Ça dépend de d'où ça vient. De si la personne, déjà faut-il encore que la personne vienne en coaching, celle qui est en tout cas l'agresseur, qui va de toute façon se positionner comme victime. Mais comme au fond d'elle, elle sait quand même qu'elle a eu plusieurs fois des dépassements, elle va avoir du mal à reconnaître au point de vouloir se déplacer. Souvent, on a plus les victimes qui nous appellent et qui ont besoin qu'on parle à leur agresseur. Mais nous, on ne peut pas faire ce travail qu'avec eux si l'autre n'est pas volontaire. Donc on peut travailler qu'avec la victime pour l'aider à se reconstruire,
pour l'aider à comprendre pourquoi elle en est là, parce qu'elle manquait de fermeté. Comment retrouver cette fermeté? C'est aussi parce qu'elle manquait de respect envers elle-même, envers d'estime de soi. Donc, comment retrouver cette fermeté? Quelles sont les limites à poser? C'est parce qu'elle ne sait pas fixer de limites fermes et qu'elle se trouve en plus injuste à fixer des limites trop grandes. Donc, elle a un seuil de tolérance qui est sans cesse remis en question par l'autre, qui va faire que justement, elle va se dire ah mais je suis pas encore assez souple. C'est le but de son agresseur. Donc à la fin, elle se trouve finalement, elle est tellement souple justement qu'elle n'a plus aucune limite et aucune valeur qui lui est reconnue. Et c'est ça aussi le liant. Quand on parlait de schéma agressif dans un couple, et vous disiez justement que plus ce schéma est ancien et plus ça va être difficile de s'en sortir, ce schéma-là, il va prendre racine dans cette trop grande, comment dire, parce que la victime, quelque part, elle accepte trop, trop grande. Exactement. Comment est-ce qu'on pourrait exprimer ça? La victime, acceptation. Non, mais c'est ça, c'est que la victime n'a pas assez de limites, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans l'enfance, quand on est victime, bien souvent, on a les rapports expliquent que bien souvent, c'est parce qu'on a vécu nous-mêmes un schéma de violence. Donc, soit on était nous-mêmes victimes. Soit il y a eu un agresseur. On observe la façon dont se comporte le papa avec la maman, etc., ou envers nous. Et du coup, l'équilibre d'un enfant, c'est de lui donner beaucoup d'amour et beaucoup de cadre. Donc, si j'ai vécu une éducation beaucoup trop laxiste, sans cadre, sans limite, d'accord, j'ai de fortes chances de finir un agresseur. Si j'ai justement été très docile parce que on m'a donné beaucoup trop d'autorité jusqu'à la violence, ou la limite de la violence, j'ai de fortes chances de finir aussi à mon tour victime. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est tous les cas qui donnent ça. D'où l'éducation. D'accord. C'est pour ça que ça dépend d'où vient la violence. C'est à partir de là qu'on peut savoir si la personne va pouvoir s'en sortir facilement, rapidement, le couple va pouvoir s'en sortir ou pas. En tout cas, les deux peuvent s'en sortir avec du coaching. Des deux séparément peuvent s'en sortir. Merci. Mais Mélanie, ensemble, ça dépend. Merci à vous. Et à très bientôt sur notre antenne pour continuer de parler des relations conjugales. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutez Radio J. Radio J.